Bienvenue à toi, amoureux de sport. Tu penses tout connaître de ton sport ? Prépare-toi à passer au niveau supérieur avec No Ref No Game, le premier podcast qui décode les règles du jeu et te plonge dans l'univers de l'arbitrage. No Ref No Game, c'est un épisode, un invité et 20 minutes pour te donner toutes les clés pour mieux comprendre le sport, pour l'aimer plus fort. Hello à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de No Ref No Game. Ah là là, quel plaisir de te retrouver ici avec nous. Je suis Jérémy, fondateur de Whistle, et ensemble nous allons explorer aujourd'hui un thème un peu game changer. Et s'il vous plaît, cette fois-ci, non pas avec un arbitre ou avec un joueur, mais avec un technicien. Et oui, aujourd'hui notre invité est un maestro de la performance sportive, un véritable architecte des victoires. Il a façonné des champions et sa vision du sport est aussi précise qu'un coup de sifflet final. Dans les coulisses des terrains, il transforme l'effort en art. Imaginez un instant un stratège qui, jour après jour, réinvente la manière dont les athlètes repoussent leurs limites. Un coach pas comme les autres, dont l'approche unique a propulsé des talents au sommet de leur art, aussi bien sur les parquets de Betclic Elite qu'au-delà des océans, notamment en NBA. Curieux de savoir de qui il s'agit ? Reste avec nous pour un échange qui promet d'être aussi enrichissant qu'inspirant, où nous plongerons dans les profondeurs de la performance sportive et déchiffrerons évidemment les stratégies qui mènent au succès. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de notre podcast. On accueille notre invité. T'es prêt ? C'est le début du game avec l'invité dans No Ref No Game. Et oui, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir une figure emblématique du coaching sportif, un véritable maître dans l'art de pousser les athlètes vers l'excellence. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Yacine Awadi. Yacine, un immense merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu ? Très bien, c'est également un plaisir partagé. Ouais. Ah ouais, super. Alors tu sais, tu es le premier technicien quand même à être ici, je tiens à le préciser quand même. Ok, donc c'est un vrai honneur d'être là avec toi en tout cas. Et un challenge, parce que Yacine, tu n'es pas seulement un coach, tu es aussi, disons-le, un visionnaire qui a révolutionné la manière dont les sportifs atteignent leur potentiel, on peut le dire. Ton approche presque unique de la performance sportive, mêlant rigueur et innovation, a fait de toi un nom incontournable dans le monde du sport. Alors aujourd'hui, tu es ici pour partager avec nous tes secrets, tes méthodes, et nous raconter comment tu transformes les défis en victoire. Du mental à la technique, de la salle d'entraînement au feu des projecteurs, prépare-toi, cher auditeur, à plonger dans l'univers fascinant d'un coach pas comme les autres. Yacine, pendant les 20 prochaines minutes, nous allons plonger dans ton parcours à la fois inspirant et unique. Ensemble, nous explorerons non seulement les défis et les subtilités des règles du jeu, comme levier peut-être de performance, tu nous le diras, des joueurs de haut niveau. Et pour finir, tu nous partageras tes meilleurs tips pour exceller. Ça marche avec plaisir. No Ref No Game, un podcast Whistle. Yacine, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu nous parler un peu de ton parcours et de ce qui finalement t'a amené à te passionner pour la performance sportive ? Avec plaisir. Écoute, déjà on va dire un peu ce que je fais actuellement. Je suis ce qu'on appelle un player development coach en anglais, ce qui veut dire que je suis tout simplement un entraîneur individuel. D'accord. J'ai commencé le coaching il y a déjà 20 ans. Donc je fais partie des premières générations, on va dire ça comme ça, qui ont eu la possibilité de profiter de l'apprentissage dans le sport. C'est qu'à l'époque, l'apprentissage, on en parlait uniquement pour des métiers manuels. D'accord. Et puis est arrivée l'idée de se dire qu'on pouvait peut-être bénéficier d'une formation d'entraîneur et d'avoir un employeur dans lequel on pouvait appliquer cette formation au quotidien. Donc j'ai eu la chance de commencer à Lasvel, donc c'était en 2003. Donc c'était pas un petit club d'ailleurs. Petit club qui était en Euroleague à l'époque et qui l'est toujours bien évidemment, mais c'était une époque où il y avait beaucoup moins de clubs en Euroleague. Et pour moi Lasvel c'était un espèce d'aéroport où il y avait, comment je pourrais dire, énormément de monde, ça grouillait de monde, il y avait des agents, des joueurs, des coachs. C'était quelque part toute la France qui se réunissait autour des matchs de Lasvel à cette époque-là. Et donc pour moi, ça a été un apprentissage parfait. J'ai eu la chance de pouvoir, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer le centre de formation, de pouvoir côtoyer les professionnels au quotidien, les coachs. Puis bon, je suis quelqu'un d'assez volontaire. Peut-être des fois un peu, on va dire que c'est de la curiosité avant de parler d'être intrusif, on va dire ça comme ça. Mais voilà, j'étais sur tous les entraînements tous les jours, espoir, pro. Et ce qui m'a permis d'apprendre énormément de choses et puis surtout d'échanger dans le quotidien, de partager dans le quotidien. Donc après le monde professionnel, on va dire en tout cas, je l'ai touché du doigt durant 2 ans. Et puis très rapidement, j'ai eu l'opportunité de me dire, OK, il faut que je fasse aussi mon
mon expérience d'entraîneur. Je suis parti dans un club de championnat de France. Donc voilà, je suis originaire de la région lyonnaise. Ouais. Donc je suis resté bien évidemment près de chez moi. Et puis pendant, je dirais, les 10 années suivantes, je suis resté dans le championnat de France. 8 années dans le même club. J'ai eu du championnat de France masculin et puis après féminin. Ouais. Et puis après, l'idée est venue de se dire, bon, l'entraînement individuel venait pour moi comme une évidence. Alors pas du tout dans l'esprit de se dire, je voulais faire ce qui se passait, en tout cas ce qui pouvait se passer potentiellement aux États-Unis à ce moment-là, parce que c'est des choses dont on parlait déjà à l'époque. On parlait déjà des entraîneurs, des préparateurs physiques qui essayaient en tout cas qui travaillaient avec des légendes comme Kobe Bryant, Michael Jordan et j'en passe. Non, l'idée c'était vraiment de se dire que je pouvais apporter, je pouvais en tout cas amener les joueurs à progresser dans le quotidien, tout en sachant que quand on est en championnat de France, et là je parle vraiment à tout le monde, je pense arbitre, entraîneur, tout le monde va se reconnaître en tout cas dans cette situation-là, c'est que très souvent, pendant la semaine, vous n'avez pas la totalité de votre groupe. Vous travaillez peut-être à 7, à 6, à 8, et puis peut-être la veille du match, très souvent, vous vous retrouvez à 10. Mais par contre, toute la semaine, il faut travailler. Toute la semaine, il faut progresser. Et c'est comme ça que j'ai amené en tout cas la notion d'entraînement individuel en essayant d'organiser différemment mes semaines, pouvoir donner la possibilité à certains de pouvoir travailler à 3, à 4, à 5. Donc j'organisais en tout cas mes entraînements de cette façon-là. Certains joueurs pouvaient être là un lundi, d'autres pouvaient venir le jour d'après. Donc voilà, j'essayais vraiment à la carte. D'accord. Et puis par contre, la veille du match, par contre, on était 10. Et là, on pouvait mettre en application tout ce qu'on avait pu apprendre d'un point de vue collectif. Donc c'est de cette façon-là que j'ai amené en tout cas l'entraînement individuel dans mon quotidien. Et puis j'ai jamais arrêté en tout cas l'été de travailler, d'être comme tout le monde, je pense, bénévole sur des camps de basket. J'ai eu l'opportunité d'aller sur des camps sur Paris, sur Londres et de côtoyer encore du monde, de partager encore. Et puis est arrivée une opportunité de rejoindre un joueur NBA. Et c'est là que tout a commencé au final. C'est là que tout a commencé. Et on aime ça. Exactement. Et ça a été une grande expérience. J'ai suivi le joueur Lukemba Mouté, qui est un joueur camerounais, qui à cette époque-là partait des Sixers et rejoignait l'équipe des Clippers. Donc j'ai été dans dans ce passage. Et puis j'ai continué à le suivre en faisant des émissions de manière ponctuelle. Et puis ce projet commençait à prendre une dimension intéressante. Les médias, je pense à des médias spécialisés, commençaient à en parler. Et j'ai commencé à échanger, d'ailleurs, avec des managers, des directeurs sportifs de clubs de pro à l'époque, qui n'y croyaient pas. Qui clairement n'y croyaient pas. Sur les coachs individuels ? Ouais, complètement. Qui n'y croyaient pas. C'était tellement avant-gardiste, pas culturel. On n'imaginait pas que demain un club pouvait investir en tout cas sur une personne qui pouvait avoir comme objectif de développer des joueurs sur le plan individuel, quel que soit leur âge. En dehors du staff finalement, avec le head coach, coach assistant, c'est vraiment un sup, quoi. Moi, je voyais vraiment ça à l'époque, je voyais vraiment ça comme un coach qui était un assistant, mais cette fois-ci en charge du développement des joueurs. Comme aujourd'hui, on a des spécialistes comme des assistants en charge de la vidéo. C'était la même approche, en charge de la préparation physique. Je voyais ça comme ça. Ça t'a donné raison. Pas eux, ouais, tout à fait à cette époque-là. Donc d'ailleurs, ça me fait des fois un peu rigoler de voir certains ont changé clairement leur fusil d'épaule. Et c'est toujours cette époque-là, en tout cas, c'était pas. Dit-on, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Exactement. C'est ça l'adage. Je suis complètement d'accord avec toi. Complètement. Après, par la suite, les choses se sont plutôt bien enchaînées. Je suis parti à mon retour des États-Unis. Je suis parti ensuite en Turquie. D'accord. Donc ça a été encore un changement d'univers, complètement. Culturel. Là, clairement, à ce moment-là, il faut savoir que quand je rejoins Istanbul, c'est clairement la capitale du basket européen, sans discussion. Parce que Fenerbahçe, parce qu'Efes Pilsen, parce que Galatasaray, parce que Darüşşafaka, et je passe tous les clubs d'Eurocup et d'Euroleague qui sont là. Donc quand je dis Euroleague, vraiment là on a vraiment un nombre de clubs d'Euroleague vraiment présents sur la ville qui est hors norme. Et là j'ai l'opportunité de suivre un joueur qui
à cette époque-là, 20 ans, si je ne veux pas dire de bêtises, qui est Guerrard et qui finalement est à Galatasaray et que je dois accompagner sur tout le long de la saison avec l'idée qu'il est, l'idée qu'il soit en fait avec l'équipe première de Galatasaray, mais à l'époque Ergin Ataman, qui est le coach de l'équipe, décide également qu'il puisse bénéficier aussi de temps de jeu sur la deuxième division. Il faut savoir que c'est très différent de chez nous. La deuxième division, aujourd'hui on y compte 8 joueurs turcs et 2 joueurs étrangers. Voilà, donc c'est vraiment pour moi une division de développement. Clairement, avec des enjeux sportifs. Hein. Ça n'empêche pas qu'il y ait des montées et des descentes. Mais très intéressant. Le joueur, en tout cas, Alors moi, déjà, j'ai eu besoin d'adaptation, ça c'est sûr. J'ai eu un petit moment d'adaptation. Et puis très rapidement, on a eu des résultats sur la deuxième division. Et puis assez rapidement, il est revenu sur l'équipe première. Et il a commencé à faire ses premiers matchs en Euroleague. Et puis arrivé, je pense, en février, j'ai eu la sensation d'avoir fait le travail. Et j'ai souhaité revenir, en tout cas, revenir en France. Et puis quelques mois plus tard, j'entraîne d'autres joueurs, hein, Livio Jean-Charles, je m'arrête pas. Hein. Ça s'arrête pas. Je prends pas de pause, hein, je m'arrête pas. Mais par contre, par la suite... il y a une rencontre qui fait un peu basculer les choses, c'est celle de Jean-Baptiste Maille, qui est aujourd'hui à Strasbourg, parce qu'il a une rupture des ligaments croisés et qu'il veut profiter de ce temps-là pour se perfectionner. Il veut profiter de ce temps-là en se disant « Ok, je suis blessé, mais j'ai envie de revenir meilleur ». Donc là, il y a un travail que je fais avec lui, c'est au Limoges CSP. Et donc je suis le joueur, sans par contre être forcément en contact avec le staff. Alors, on a des discussions dans le quotidien, mais c'est pas une collaboration. En tout cas, on peut pas le dire de cette façon-là. Mais à la fin de la saison, j'ai le directeur sportif qui me propose de rester et d'intégrer le staff. Et donc là, on arrive clairement sur l'idée que c'est la première fois, en fait, qu'on intègre en tout cas un entraîneur individuel dans un coaching staff, avec en plus une équipe qui est à ce moment-là une coupe qui joue un championnat et une coupe d'Europe. Et par la même occasion, ils accueillent Sekou Doumbouya, qui sera à la fin de saison drafté, je crois, 14e si je ne me trompe pas. Et donc là, mon objectif, c'est clairement de développer Sekou, qui vient à ce moment-là de Pro B, Poitiers. Donc là, il y a un apprentissage parce que la Pro B et on va dire la Betclic restent de championnats quand même différents, avec des profils différents, avec des profils de joueurs très différents. Donc c'est plutôt une belle aventure, ça se passe plutôt même très bien. Après, je sais qu'aussi quand on est dans le dernier run avant une draft, c'est toujours beaucoup plus facile, toujours beaucoup plus simple. En tout cas, le joueur est beaucoup plus à l'écoute, ça c'est sûr. Mais c'est une belle aventure et qui ensuite se prolonge finalement sur les 5 années suivantes, puisque je reste au Limoges CSP derrière, avec la chance de pouvoir travailler avec d'autres joueurs français qu'on connaît, Damien Inglis qui est actuellement à Valence, ou encore Joe Roussel à Granada, William Howard passé par la G-League et l'Asvel, ou encore Axel Bouteille, qui je crois quelques temps après part à Malaga. Qui vient de chez moi en plus, des longs chalons. Voilà, exactement. et Mam Jaïté, qui est aujourd'hui revenu dans le championnat aussi. Exact. Jerry Boutielé. Il y a eu quand même beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Français en tout cas. J'ai eu la chance de travailler avec pas mal de monde, Nicolas Lang, Hugo Invernizzi. Et sûrement j'en oublie, il y a eu beaucoup de joueurs. On va pas tous les énumérer. Voilà, exactement. Et donc des opportunités, et bien évidemment, se sont, créées quelque part, tout à fait, de rejoindre Rudy Gobert aussi sur un été, notamment avant la Coupe du Monde Tokyo, je crois, c'était en Chine, il me semble que c'était 2019 si je ne me trompe pas, et d'autres opportunités, et puis cette aventure au Limoges CSP s'est arrêtée la saison dernière, et aujourd'hui je continue à suivre encore des joueurs de manière individuelle. Voilà, de manière individuelle. Tout à fait. Donc c'est un peu cette passion et surtout ton expertise que tu as développée qui a fait naître un autre projet, si je ne m'abuse, qui s'appelle Upsilon. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, c'est un projet que j'ai toujours eu depuis le début. En fait, j'avais ce projet dans la tête avec l'idée
finalement de créer une espèce de plateforme, et on pourrait appeler ça banalement un camp, mais qui serait destiné uniquement aux joueurs professionnels, parce qu'aujourd'hui, jusqu'ici en tout cas, la plupart des joueurs professionnels essayaient toujours de trouver comment je pourrais dire ça, des opportunités de travailler. Très souvent, ils partaient à l'étranger et avaient des difficultés à trouver plusieurs joueurs qui pouvaient éventuellement se réunir avec un préparateur physique, avec un coach ou deux, avec un kiné. C'est extrêmement complexe. Et aujourd'hui, actuellement, les seuls pouvant proposer ce type de en tout cas, prestations étaient des agences. Oui, des agences. Des agences sportives. Donc, l'idée était de dire, OK, si on oublie les agences, et si on se dit à un moment donné que pourquoi on n'arriverait pas à réunir tous ces joueurs-là au même endroit, mais par contre avec l'idée de les encadrer de la meilleure manière possible, et que c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc on a réussi à faire jusqu'ici 2 éditions. À Strasbourg à Strasbourg notamment, au Basket Center. C'est pas un hasard, c'est vraiment le fait que le Basket Center pour moi actuellement est une des meilleures infrastructures qu'on puisse trouver. Une des meilleures infrastructures privées qu'on puisse trouver en France. Donc après, évidemment, je pense que les auditeurs savent très bien la difficulté qu'il y a à avoir une salle et très souvent municipale, de faire des demandes de créneaux à la mairie. Enfin, vous voyez, ça, c'est toujours un parcours du combattant. Mais voilà, on a la chance d'avoir aujourd'hui des entités comme Factory Hoops, Basket Center, d'autres... je ne sais plus, une autre aussi salle privée qui a ouvert du côté de Nantes. Donc, voyez, ça commence en tout cas à venir. Basket indoor. Et on a besoin, et en tout cas, on en a besoin. En tout cas, par rapport à mon métier, pour moi, c'est quelque chose d'assez central. Et à partir de là, on a réussi à réunir ces joueurs. Alors, on a eu cette chance aussi d'avoir un équipementier. Alors c'est fédérateur bien évidemment et moi c'est la première fois d'ailleurs. Ouais, c'est la première fois qu'une marque aujourd'hui est Puma. Tout à fait, je le cite. Qui est pas rien. Puma qui n'est pas rien quand même. Mais aujourd'hui, en tout cas, Puma est une marque qui est sensible en tout cas à l'accompagnement et au développement des joueurs. Donc c'est aussi pour ça que j'ai la chance d'être ambassadeur pour la marque, mais au-delà de ça, qui m'a tout de suite suivi sur ce projet-là. Et c'est vrai qu'on propose une prestation haut de gamme. On essaye non seulement de proposer aux joueurs de s'entraîner sur des aspects techniques, mais physiques également. On a amené aussi cette notion cognitive avec un psychologue du sport qui est spécialisé aussi en tout cas sur cet aspect-là, qui travaille déjà, Julien Souton pour le citer, qui travaille aussi avec la fédération auto, qui travaille avec des golfeurs, qui travaille avec beaucoup de monde. J'avais pu voir une vidéo avec les réflexes, c'est assez incroyable. Exactement, tout à fait, et qui a eu d'excellents résultats. Je pense à Nicolas Lang notamment, avec qui, comme je disais tout à l'heure, avec qui j'ai collaboré, et puis on a collaboré tous ensemble, tous les trois, et je pense qu'on a fait un excellent travail avec Nico quand on voit le résultat. Et donc voilà, l'idée c'était aussi d'amener les joueurs en dehors du terrain à être... dans les meilleures conditions. Donc, on parle aussi également de cuisine. Donc, on avait un cuistot, forcément. Exact. Et oui, la nutrition. Les joueurs se sentent bien quand ils dorment bien et qu'ils mangent bien. Donc, on a appris, en tout cas, on a pris ça sérieusement. Et voilà, on a la chance aussi d'avoir un cuisinier, en tout cas, un chef qui fait un excellent travail aussi. On a aussi la chance d'être en partenariat avec le groupe Marriott, donc ce qui nous a permis d'avoir aussi on va dire des bonnes conditions pour que les joueurs puissent dormir, et également le staff, ne pas oublier le staff, parce que c'est important d'avoir mais surtout un staff pluridisciplinaire comme on a pu le voir, mais qui vient un peu partout, d'Europe et des États-Unis. Oui, tout à fait. On a eu la chance d'accueillir Ikena Smart qui travaille actuellement à Portland. On a eu aussi Ozana Vuzlu qui est au FS Pilsen, et puis des coachs comme Frank Kuhn par exemple, qui aujourd'hui est à Prague, qui fait d'excellents résultats aussi avec l'équipe de Prague. Donc on a eu cette chance-là. Les préparateurs physiques aussi, on a eu des préparateurs physiques qui viennent de différents clubs. Vraiment, l'idée c'était d'essayer de créer une espace, et aussi de rassembler, de créer une énergie, parce que toutes ces personnes-là sont là vraiment pour essayer aussi de passer et d'apprendre en tout cas de l'un et de l'autre, passer un moment ensemble, mais surtout d'apprendre l'un et de l'autre, et je pense que tout le monde a
passe un bon moment pendant le Intelligence camp. collective. Voilà, et puis bon, je suis pas quelqu'un de la réunionite, donc ce qui est assez intéressant, c'est que j'en fais qu'une seule dans la semaine. Donc je pense que ça veut dire, c'est assez significatif parce que je pense que le message passe plutôt bien. Et voilà. Et donc Upsilon, jusqu'ici, c'était un camp de basketball. Et demain, ça deviendra, j'ai envie de dire, ça deviendra une structure qui accompagnera pour moi les acteurs du terrain. Et quand je parle des acteurs du terrain, je mets personne de côté. L'idée, en tout cas, c'est de construire avec cette idée-là. Et bien évidemment, de continuer à développer ce qu'on avait réussi à faire, parce que évidemment, les camps restent une vitrine pour nous. C'est clair. Reste notre vitrine, mais aujourd'hui, on va essayer non seulement de continuer avec les joueurs professionnels, mais on va parler aussi des joueuses. On va parler des jeunes aussi. On veut faire les choses de la bonne façon, de la bonne manière. Et forcément, les choses prennent toujours un peu de temps, mais je suis assez confiant sur le fait qu'on arrivera à faire des belles choses. C'est en bonne voie, en tout cas. C'est en bonne voie. Et puis pour finir, je pense qu'on internationalisera aussi les camps. Donc il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Donc c'est une belle... Il y a du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche, comme tu dis. Comme si tu n'en avais déjà pas assez. Bah écoute, c'est déjà bien. On a un entrepreneur parmi nous et ça, c'est plutôt très cool. Alors, en tant que coach, je voulais t'interroger sur savoir quelle était ta philosophie pour booster la performance de tes athlètes. Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais peut-être partager à nos auditeurs? Je sais pas, c'est quoi la secret sauce de Yacine Aouadi? Je sais absolument pas si c'est un secret, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que pour moi, en tout cas, l'idée de booster en tout cas la performance des joueurs, pour moi, elle passe fatalement par le concept du ce que j'appelle travail intelligent et ciblé. Je m'explique. L'idée, c'est d'optimiser les efforts dans le quotidien. Quand on est dans une équipe, pour faire très très simple, quand on est dans une équipe et qu'on est avec et qu'on joue un championnat, une coupe d'Europe, une coupe de France. Enfin, vous voyez, vous jouez plusieurs compétitions. La charge d'entraînement, c'est un enjeu. La charge d'entraînement, c'est un enjeu dans le quotidien. Et j'en parle d'autant plus que c'est peut-être la chose qui intéresse le plus les entraîneurs. C'est de savoir en tout cas si le joueur sera en forme ou pas le jour du match. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Mais malgré tout, il faut aussi amener le joueur, comme je disais tout à l'heure, à progresser. Et pour ça, il faut identifier forcément les domaines dans lesquels il doit s'améliorer. Il faut également mettre en place ses stratégies. Puis il faut aussi savoir utiliser les ressources qu'on a à disposition. Mais ce qu'il faut savoir, c'est surtout que ça veut dire surtout qu'il faut cibler. Il faut cibler, il faut travailler dans le quotidien de manière intelligente. On ne doit pas perdre de temps sur des sujets ou sur des aspects que le joueur ne va pas développer. Et ça, c'est très important. Et j'en parle parce que très souvent, on va pouvoir voir... je sais pas, quand vous allez sur YouTube, c'est un petit peu la mode alors de publier des vidéos autour des entraînements individuels. Et très souvent, ce que j'essaie d'expliquer à la plupart, c'est qu'il faut bien comprendre que l'entraînement de l'été et l'entraînement de la saison n'a absolument rien à voir. C'est totalement différent. Donc je pense que le fait de travailler de manière intelligente, et puis d'essayer toujours de pousser l'expertise au maximum et de ne pas hésiter en tout cas à s'entourer. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait dès les premières années, c'est-à-dire que quand je sens que je suis sur un sujet sur lequel il me faut en tout cas plus d'expertise, je n'hésite pas en tout cas à faire appel à une autre personne et à faire intervenir le faire intervenir auprès du joueur. J'ai toujours fonctionné de cette façon-là. Ça m'a toujours en tout cas servi parce que ça a toujours été facilitant dans mon travail. Mais pour moi, c'est un enjeu. De la même façon, de la même manière qu'il faut également être constamment en communication avec le joueur. Donc il faut savoir que le développement, si le joueur ne se l'approprie pas, il n'y a aucune chance qu'il fonctionne. Donc c'est vraiment très important. Alors on n'est pas sur un métier, on est donneur d'ordre. On n'est pas sur un métier, on va dire fais, point. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut absolument comprendre qu'il faut être dans le dialogue et constamment dans le dialogue, parce que le joueur, c'est ce qu'il attend. Il attend aussi d'être pleinement impliqué dans sa progression. Comprendre aussi et de comprendre, exactement, mais pleinement impliqué. Et ça, je pense qu'on est sur
En tout cas, je le ressens de cette façon-là. On est sur une ère, on est sur un moment où les joueurs n'ont jamais autant parlé de leur carrière, de leurs besoins. Et c'est pour ça que je fais un petit peu cet aparté-là. C'est pour ça aujourd'hui que je pense que le développement, on en parle de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, le joueur ne parle pas que de ses résultats à travers l'équipe. Aujourd'hui, il parle aussi de ses résultats individuels. Il parle aussi de ses résultats qui pourraient impacter ensuite sa carrière. Et ça, c'est des choses qui sont plutôt nouvelles. Nouvelles ? Ouais, elles sont assez nouvelles. C'est des choses qu'on entendait beaucoup plus, évidemment, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est quelque chose qui paraît quasiment normal, finalement, parce qu'il y a une dimension entertainment qui est tellement importante que ça amène justement ces réflexions-là. Alors après, moi, je le vois pas d'un mauvais œil, je le vois plutôt d'un bon œil, parce que je pense que c'est tout simplement une évolution. Et qui est une évolution qui est, pour moi, logique, tout simplement. Ça, on aime bien ça. Ah là là. Tiens, j'ai envie de passer tout de suite à la prochaine question, mais en quelques mots. J'ai envie de savoir, parce que je suis comme toi un peu curieux, mais pas intrusif, curieux. Quels ont été les plus grands défis auxquels tu as dû faire face en entraînant des sportifs de haut niveau, et quelle a été ta plus grande réussite jusqu'à présent ? Écoute, c'est une excellente question parce que c'est vrai que j'y ai jamais réellement réfléchi. T'as jamais fait ce step back ? Non, j'ai jamais fait ce step back parce que je suis toujours parti de cette idée, et je pense qu'on l'a dit au début de l'émission, que quand j'ai commencé, c'était le développement individuel, c'était, je vais pas mâcher mes mots, mais pour beaucoup de gens, c'était une grande blague. C'était une grande blague, c'est-à-dire que personne ne pensait réellement que demain les clubs, en tout cas, et voire même les joueurs et les agents, allaient pouvoir demain investir pour, à un moment donné, pour monter en compétence, si on peut dire ça comme ça. C'était une grande blague à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire peut-être ma plus grande réussite aujourd'hui, c'est que ça s'est totalement démocratisé. C'est quelque chose dont on parle assez facilement. J'ai la chance d'avoir été dans le premier wagon. Donc c'est vrai que je suis très sollicité sur le sujet, mais je pense que ma plus grande réussite aujourd'hui, elle est là, c'est-à-dire simplement le fait de pouvoir en discuter de manière ouverte et de manière, j'ai envie de dire, naturel. De manière quotidienne et naturelle, avec des acteurs de notre sport qu'on connaît tous, et qu'aujourd'hui tout le monde prend ça au sérieux. Tout simplement. T'as réussi à instaurer ça. Donc ça, aujourd'hui, c'est pour moi ma plus grande réussite. Après, il y a encore d'autres challenges. Maintenant, on en parle. On a tendance pour certains clubs à parler de développement uniquement quand il s'agit de prospects NBA. Je pense que là, il y a besoin de progresser encore parce qu'on sait tous pourquoi. On sait aussi qu'il y a un enjeu financier derrière, forcément. Mais je pense qu'aujourd'hui, le développement peut aussi donner en tout cas, le développement peut donner une identité, peut renforcer l'ADN d'un club aujourd'hui. J'y crois vraiment. Et je pense que ça peut donner aussi du sens à la formation qu'on fait aujourd'hui dans le quotidien avec nos plus jeunes. Et je pense que c'est un enjeu, mais je pense que c'est là aussi on peut encore, dans les mentalités, on peut encore progresser. Voilà. J'aime beaucoup. Mais moi, je retiens surtout aussi que tu as coaché Rudy Gobert, le premier associé actionnaire chez nous. Donc, je retiens, ça nous fait un petit point commun. Ça nous fait un point commun, tout à fait. Et Rudy, à qui on dit coucou sur cette émission, évidemment, qui fait une sacrée saison d'ailleurs. Qui fait une saison assez dingue, et qui, pour faire une petite aparté, qui pour moi, c'est génial ce qui se passe, parce qu'autant l'année dernière, je pense qu'il y avait vraiment besoin de temps, en tout cas de temps pour trouver cette alchimie dans l'équipe. Et autant aujourd'hui, ce que je vois, me plaît beaucoup. Pour moi, en tout cas, il a pas changé. Il y a beaucoup, quand on m'en parle, je dis non, mais il a pas changé du tout. Il est toujours le joueur d'impact, l'impact qu'il est. Hein. Et un joueur d'intervalle, un joueur qui met une... comment je pourrais dire, qui est toujours aussi impactant sur les pick and roll, et puis surtout quand on joue avec des joueurs qui ont cette qualité autour de lui. Je pense à des joueurs comme Anthony Edwards. Je me dis, mais c'est le fit parfait d'avoir un type comme Rudy dans l'équipe, parce que quand on a un joueur qui est capable de fixer tous les défenses, il y a Rudy
Il y a Rudy qui flash ligne de fond et qui écrase la balle dans le cercle. Donc non, vraiment chapeau à ce qu'il est en train de faire en tout cas. C'est une belle saison. Ouais. Je suis content pour lui. Prochain sujet, mais ça tu le sais, dans notre podcast, on aime décoder les règles du jeu. Hein, c'est un peu la thématique du podcast. Alors selon toi, comment la compréhension et l'utilisation stratégique des règles peuvent-elles impacter la performance d'un athlète? Alors ça c'est la première question. Allez, je la résume en soi. Est-ce que ce levier de performance est-il pour toi un basique pour un joueur? Sans concession, je veux du Yacine Aouadi dans la lettre. Sans concession. Alors sans concession, je te dirais que c'est une certitude aujourd'hui c'est une certitude d'avoir la possibilité de que ce soit l'échange. Alors je parle d'une manière assez générale, mais je te parle de l'utilisation des règles. Pour moi, dans le quotidien, c'est une évidence qu'elle pourrait avoir un impact important sur le jeu et sur le jeu qui pourrait être développé par les coachs. Et ça, c'est sûr. Mais après, moi, ce qui m'intéresse plutôt sur cette question-là, ce serait plutôt le comment. Et c'est là pour moi qu'il y a une grande... que là, il y a besoin de dire les choses. Je pense que dans un premier temps, aujourd'hui, ça n'est possible qu'à condition d'avoir les arbitres dans le quotidien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut, pour moi, on ne peut pas parler d'arbitrage sans être confronté aux arbitres. Quand je dis dans le quotidien, je ne parle pas des matchs, je parle sur les entraînements. Aujourd'hui, pour moi, c'est indéniable. C'est indéniable. De la même façon que, alors je sais que des entraîneurs seraient très contents en tout cas d'avoir des arbitres à disposition pour les scrimmages. Pour les scrimmages, c'est sûr, parce que au final, faut savoir qu'avec des équipes, pour moi, en tout cas, qu'on joue une compétition européenne ou pas, c'est important parce qu'on a aussi besoin. Faut savoir qu'on a un championnat qui accueille quand même. Qui a un taux de renouvellement sur les joueurs étrangers qui est très important, vraiment très important. On peut même faire le parallèle sur le fait que finalement la France, ça reste un championnat tremplin pour la plupart des étrangers. Et de ce fait, aujourd'hui et plus que jamais, on n'a jamais autant accueilli de joueurs qui viennent de la G-League, qui viennent de l'université. Et aujourd'hui, il y a toujours, et chaque année, c'est pas, enfin pour moi en tout cas, c'est la même chose. On voit toujours des joueurs qui sont en délicatesse, en tout cas avec le jeu en début de saison. Quand je dis le jeu, et je parle particulièrement des règles. Et je pense en tout cas sur les préparations, si on a l'opportunité de créer en tout cas je sais pas comment vous pourrez appeler ça, mais un programme, quelque chose qui permettrait en tout cas d'intégrer les arbitres sur ces temps-là, ces temps qui sont importants, tout en sachant que les arbitres sont aussi dans la même dynamique, à savoir se préparer. Complètement. Je pense que déjà on pourrait avoir une qualité de jeu déjà plus, comment je veux dire, plus fine. Je sais pas si c'est plus fine, meilleure en tout cas, une meilleure qualité de jeu. Et ensuite, elle pourrait aussi avoir un impact si les arbitres étaient connectés au coach et connectés au coach dans le quotidien. Je m'explique. Par exemple, je vais amener une réflexion que j'ai eue il y a très peu de temps sur les challenges. Aujourd'hui, c'est assez régulier, bien évidemment. Sur tous les matchs, on peut assister à des challenges. Pour moi, ce qui pourrait être très formateur, en tout cas pour les équipes et notamment pour les entraîneurs, ce serait éventuellement de réunir tous ces challenges chaque week-end, de vraiment les réunir, de donner, en tout cas, de permettre en tout cas au coach de voir tout ce qui a pu être finalement litigieux, on va dire ça comme ça, toutes les situations litigieuses, des situations qui pour moi en fait vont se répéter tous les week-ends, il faut pas non plus possiblement tous les week-ends, mais de pouvoir réunir en tout cas tous ces challenges, et ça pourrait être intéressant en tout cas de les comment je pourrais dire ça, en tout cas que les entraîneurs puissent se les procurer et puissent les visionner et qu'ils partagent. Pourquoi ? Parce que dans le quotidien, ça peut être clairement comment je pourrais dire, ça pourrait en tout cas aider en tout cas les coachs, et je pensais bien évidemment les arbitres à être peut-être beaucoup plus pertinents dans les échanges qu'ils pourraient avoir pendant les matchs. Et donc si tu veux, pour moi aujourd'hui, si il devait avoir un impact en tout cas, il ne peut passer certes
forcément par la présence des arbitres, mais pour moi, il aurait beaucoup plus d'impact, au lieu de passer des arbitres aux joueurs, je pense qu'il aurait beaucoup plus d'impact de passer d'abord par les entraîneurs. Parce que je pars du principe aujourd'hui qu'on a besoin, les entraîneurs, ils ont forcément besoin de s'approprier les règles, ils ont besoin aussi non seulement de se les approprier, mais de comprendre et de voir comment... quelque part, c'est un fait, de comment pouvoir les exploiter au mieux. Et je pense que ça, aujourd'hui, ça ne peut exister qu'à condition qu'il y ait cette relation et que cette relation existe toute la saison. Pas seulement sur un stage ou un rassemblement, un stage. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Non, parce que finalement, on s'assoit sur une chaise, on écoute. C'est très bien. On a vu les diapos, on a vu 2-3 situations qui fassent un peu, en général, qui font réagir tout le monde. Et puis ensuite, chacun repart de son côté. C'est pas de cette façon-là, je pense qu'on peut, en tout cas, améliorer le process, améliorer les choses. Ok. Clairement. Je te rejoins. Et il faut que ce soit un dialogue bilatéral finalement. Il faut aussi que le coach puisse donner des informations aussi aux arbitres. Et je pense, peut-être je vais aller un peu plus loin encore, mais je pense aussi également qu'il faut revenir avec l'idée de dire que le jeu reste, pour moi, le jeu, la connaissance du jeu, ça reste l'élément le plus central. Pourquoi ? Que ce soit pour moi, pour mon métier, c'est-à-dire aujourd'hui déjà, ne serait-ce que quand on me dit skills coach, ce qui veut dire vraiment de développer les compétences, d'un coach qui développe les compétences techniques, je ne peux pas développer les compétences sans les contextualiser. C'est-à-dire aujourd'hui, travailler le dribble, quand on travaille le dribble dans le pick and roll ou quand on le travaille sur des situations de transition, on ne parle pas de la même chose. Et donc, pour moi, c'est la même chose concernant l'arbitrage. On est sur la même chose, c'est-à-dire aujourd'hui de quoi on parle. Aujourd'hui, quand je regarde une équipe, quelle qu'elle soit au final, quel que soit le championnat, quand je vois une situation de pick and roll avec, une défense type weak, donc c'est-à-dire qu'on perd, en tout cas, on enlève, on oriente en tout cas le joueur sur sa main faible dans le pick and roll. Donc forcément, ça veut dire que derrière, on va demander au poseur d'écran d'inverser son écran. Donc forcément, il va avoir du mouvement. On va lui demander d'impacter le défenseur. Enfin, vous voyez, il y a toute une conséquence derrière un choix. Derrière un choix finalement technique, un choix tactique qui bien évidemment amène des compétences techniques. Et pour ça, pour moi, il faut aussi que l'arbitre soit capable de reconnaître cette situation. Il soit capable de comprendre les enjeux qu'il va avoir autour de cette situation et que potentiellement les choses qui pourraient peut-être siffler, en tout cas les actions qui pourraient peut-être siffler autour de ce choix-là. Et là, pour moi, c'est ce langage-là qu'on doit parler, la connaissance du jeu. Et ce langage-là, il est commun à tous. Et à partir du moment qu'il est commun à tous, forcément, si on parle des mêmes choses, c'est beaucoup plus facile de se comprendre. Je suis totalement d'accord. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est un peu ce que la Fédération française de basket essaye de mettre en place petit à petit. Alors, ça prend un peu de temps, mais c'est en train d'être mis en place. Mais je pense, tout comme toi, qu'il faut qu'on aille sur l'identification finalement de ces situations-là, qu'on ait ce même langage. Et puis, pour l'arbitre, lui faciliter finalement l'analyse aussi, quelque part, pour gagner en pertinence dans son coup de sifflet. Donc, il y a des vrais enjeux, D'ailleurs, il y a d'autres enjeux. Il y a l'enjeu... bien des changements réglementaires, parce que avant c'était chaque Olympiade, maintenant c'est plus régulièrement, et là je sais que tu adores cette question, mais alors comment prépares-tu tes athlètes à s'adapter rapidement à ces évolutions? Allez, je prends un exemple tout à fait au hasard, n'est-ce pas? Le pas zéro. Alors je pour être assez direct, comme je dis, il faut. En fait, encore une fois de plus que là pour le coup, je disais que c'est un non-sujet parce que finalement c'est quelque chose. En fait, on ne prépare pas les joueurs. On ne prépare pas les joueurs de but en blanc de cette façon-là. En fait, c'est-à-dire sur une période très courte, on ne les prépare pas à un changement de règle. On en parle, on en discute, on échange. Si on parle du pas zéro, par exemple. Tout le monde en parle comme si c'était une révolution, mais il faut savoir qu'on est dans un championnat où finalement on accueille énormément de joueurs américains, et il faut savoir que ces joueurs-là, le pas zéro, c'est quelque chose qui c'est inné. C'est complètement inné et totalement intégré. Et donc au final, ça nous a pas impacté, ça nous a pas forcément impacté, puisque c'était déjà, en tout cas, on est dans le quotidien avec des joueurs qui le pratiquent déjà. Donc finalement, ça n'a pas été vraiment un sujet. Ça a été un sujet pour peut-être, je dis, pour certains arbitres. C'est pas peut-être, c'est sûr. Non, mais pour peut-être, je dis ça pour éventuellement des arbitres qui officiaient déjà depuis, peut-être, je dis ça, qui ont peut-être une longue expérience et qui ont vu peut-être ce changement arriver
au niveau professionnel, manière peut-être un peu, comment je pourrais dire, on va dire, je dis explosive, mais de dire c'est arrivé un petit peu de but en blanc, quoi. De but en blanc comme ça. Mais finalement, pour moi, non, ça a été par rapport, en tout cas sur les aspects techniques, et pour l'ensemble des entraîneurs, je suis quasiment assez certain que ça n'a pas été une révolution, parce que justement, on avait cette chance-là. On a la chance d'avoir un sport qui brasse de nombreuses nationalités, et on est notamment un des championnats, ce qui n'est pas forcément le cas des autres, mais on est un championnat qui accueille quand même beaucoup de joueurs américains. C'est pas forcément le cas en Espagne, c'est pas forcément le cas sur les autres championnats de l'Est non plus. Mais voilà, donc pour nous, je pense que ça n'a pas tant impacté en tout cas notre quotidien. Maintenant, je le répète encore, ce que je te disais sur la question, en tout cas sur ta question précédente, c'était de dire, oui, mais au final, on revient toujours sur la même chose, c'est de dire que les changements de règles, ils doivent passer par les entraîneurs. Si déjà les entraîneurs ne les comprennent pas, ça va déjà être compliqué pour, en tout cas pour amener le message dans le quotidien, tout simplement. Parce qu'on a besoin, les joueurs, ils ont toujours besoin, c'est de cette façon-là que je vois les choses, mais ils ont toujours besoin, on le disait tout à l'heure, de s'approprier les choses. Et pour les approprier, c'est une discussion qu'on doit avoir, en tout cas une discussion, en tout cas une discussion dans le quotidien, mais on doit en tout cas, comment je pourrais dire ça, échanger, en tout cas régulièrement sur le terrain, sur ces aspects-là. Mais ça se fait. C'est régulier, ça vient pas de et il y a un changement de règle et ça va se passer comme ça et c'est parti. Ce serait magnifique, mais non. Non, c'est pas comme ça. Non, mais allez, j'ai posé cette question parce que évidemment, nous on est confrontés à ces changements réglementaires tout le temps. Il faut que tout de suite on puisse les appliquer correctement. Et c'est vrai que des fois on est confronté à des joueurs ou des entraîneurs qui découvrent un peu l'application de la règle. Mais ça veut dire, et c'est là où est le problème. Oui, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. En communication. Il y a quelque chose qui ne va pas en termes de, comme tu disais, en termes de communication. Et je pense que, je répète, je pense que se voir une seule fois dans l'année, 2 fois, tout au plus, sur des rassemblements, ça ne suffit pas. Je pense que ça doit être une conversation. Enfin, il doit en faire, en tout cas, pas une conversation, mais plutôt un lien qui doit exister et qui doit être constant. Aujourd'hui, il faut que les entraîneurs n'aient aucun problème à pouvoir communiquer avec les instances qui dirigent l'arbitrage et de dire « Ok, voilà ce qui m'est arrivé ce week-end ». Et que ce ne soit pas perçu comme une attaque, absolument pas envers les arbitres, ça c'est pas le cas. L'idée, c'est de dire on doit mieux travailler ensemble. Et si on travaille mieux ensemble, forcément, notre championnat, il va devenir de plus en plus qualitatif. Ça, c'est une réalité. Parce que faut savoir aussi d'autres choses, c'est que quand vous passez du championnat à une Coupe d'Europe, et elles sont différentes, si vous êtes sur la BCL, vous avez un arbitrage, pour moi, qui va être assez différent de ce que vous allez connaître en Eurocup, et bien évidemment, de l'Eurocup à l'Euroleague. Et ça, à un moment donné, c'est une réalité. Et ça, c'est la réalité du quotidien. Ça, c'est la réalité du quotidien. Donc, et les joueurs doivent s'adapter, d'ailleurs. Et les joueurs doivent réussir à s'adapter. Ils vont arriver dans un championnat où, j'allais dire, où on va leur siffler peut-être... on va leur siffler beaucoup plus de contacts. Puis on va peut-être arriver sur la BCL, où là, par contre, on va avoir un niveau de tolérance qui va peut-être être, on va dire, supérieur. Et là, ils ne sont pas forcément habitués. Et donc, forcément, là, ça demande une adaptation. C'est pour ça que la seule manière de faire face à tout ça, c'est le dialogue. Et c'est de créer, en tout cas, une passerelle. En tout cas, une passerelle entre les coachs et les entraîneurs. Parce que pour moi, aller voir aujourd'hui les joueurs et leur disant ils ne comprennent pas, non, c'est notre faute. C'est d'abord notre faute. C'est d'abord nous, dans l'encadrement, dans le quotidien, qui devons réussir à leur amener ces informations. Je souscris totalement, mon cher Yacine. Je mets une pièce dans le jukebox parce que là, vraiment, pour le coup, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, ça me fait... parce que tes points de vue sont plutôt très intéressants et je voulais savoir quel est ton point de vue sur l'arbitrage dans le sport moderne aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des aspects que tu aimerais voir évoluer en dehors de ces aspects de communication finalement entre les techniciens et les arbitres? Est-ce qu'il n'y a pas un truc que tu voudrais vraiment que ça change? C'est une excellente question. Sans langue de bois. Non, sans langue de bois. Non, tu reviens sur le fait de
tu reviens sur le fait de communiquer, mais je pense que je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi et qu'on a des arbitres qui sont là pour appliquer la règle. J'adore cette explication et le souci, c'est que je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais il y a un vrai travail à faire éducatif dans les échanges entre les arbitres alors je vais peut-être me positionner côté joueur, mais je pense que vraiment il y a besoin que quand certaines fautes soient sifflées aujourd'hui, il y a besoin d'amener une explication. Je vais faire une comparaison très simple et elle est très simple. C'est que quand aujourd'hui un coach fait un changement à un joueur et qu'il le change sans lui donner une explication et qu'il va directement sur le banc, vous avez je motive tout le monde à regarder les changements et regarder la tête du joueur. C'est-à-dire qu'il est dans l'incompréhension. Et ben c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui quand on siffle une faute sans. Je parle pas de dialogue. Je parle pas en fait d'argumenter. C'est une grande différence. Je parle pas d'argumenter. Donner une info. Je parle de donner une information claire et précise. Okay. Et c'est pour ça que je parle de connaissance du jeu. Parce que quand on donne une explication, faut que ce soit justement, si elle est courte, faut qu'elle soit impactante. Et pour ça, il faut maîtriser son sujet. Et je dis simplement, c'est important en tout cas de l'expliquer et de faire cet effort-là. Au même titre que quand un coach fait son changement et ne dit absolument pas pourquoi le joueur est sur le banc. Je dis ça parce qu'il y a des coachs qui leur... Non, j'ai pas le temps. Si, t'as le temps. T'as le temps de le faire. T'as le temps d'être bref. T'as le temps d'expliquer pourquoi, 10 secondes, et c'est terminé. Et on passe, on passe de nouveau... et on repasse sur le terrain et on coach son match. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour moi, c'est primordial. Donc aujourd'hui, si j'avais quelque chose à redire, en tout cas, ce serait... alors peut-être qu'on me dira, voilà, je développe des joueurs et je me positionne de cette façon-là. Mais parce que pour moi, c'est souvent, c'est des conversations que j'ai déjà eues avec plusieurs joueurs. Des internationaux également. C'est des feedbacks. Je veux dire que c'est des feedbacks que j'ai déjà eu de plusieurs joueurs qui disent à un moment donné ne pas comprendre. On siffle une faute. Ok, très bien, pas de problème. Juste donne-moi une explication, bref et claire. Et ça... ça manque un peu, selon toi. Je pense que ça manque un peu. Et je pense que simplement dire non, mais j'applique la règle, ça ne suffit pas. Non, mais ce n'est pas une explication, on est d'accord. Non, ça ne suffit. Ou par exemple, alors j'entendais, on a déjà eu cette conversation autour du sens, le sens du jeu. C'est une expression que je ne comprends pas non plus. Je siffle le sens du jeu, comme je te disais, quand il y a 20 changements de leader sur un match. Je ne comprends pas ce que ça veut dire le sens du jeu. Je ne comprends pas du tout. Donc, non, c'est une. Pour moi, c'est en tout cas un axe. Ce serait un axe d'amélioration pour moi. Alors, je dis pas que c'est le cas. Je ne dis pas que tous les arbitres sont. Non, je ne dis pas ça. Je ne fais pas une généralité. Et je dis surtout qu'en tout cas, confronté à ces situations-là, je pense que la meilleure façon de fonctionner, en tout cas, est de donner une explication brève et clair aux joueurs. Et c'est de cette façon-là qu'on facilite le dialogue et que derrière le joueur accepte de plus en plus et assez facilement, en tout cas, je veux le dire de cette façon-là, les interactions avec l'arbitre et comprend beaucoup mieux ce qui est sifflé. Pour moi, en tout cas, ça amène de la pertinence et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, c'est une consigne de la Fédération internationale de basket qui demande aux arbitres de plus en plus communiquer, parler quand ils font leur gestuelle, essayer de donner des informations brèves mais efficaces pour donner finalement des infos, des insights aux coachs ou même aux joueurs. Et puis parfois aussi reconnaître ses erreurs parce que ça fait aussi beaucoup de bien quand on a des calls qui sont des calls d'émotion parfois, des calls qui sont pas patients et qui partent un peu trop vite. C'est bien aussi de les reconnaître. Donc c'est tout ça qui nous est demandé d'ailleurs aujourd'hui pour accompagner ces joueurs parce que mine de rien on reste un peu comme les joueurs, on fait aussi des erreurs et donc c'est ça qui est assez intéressant. Mais je suis totalement d'accord avec toi, il faut qu'on optimise un peu c'est pour moi c'est un enjeu. Pour moi c'est un enjeu important. Ça va arriver. Je suis pas inquiet, je suis très optimiste de nature. Aïe. Allez, on va passer. J'ai envie de le dire. Allez.
vous savez quoi, je le dis maintenant, je m'en fous. On peut le dire ici. On souhaite, toi et moi, Yacine, eh bien, proposer une formule un peu game changer de la formation des arbitres avec une vraie approche technique basket. Alors, Epsilon et Whistle, c'est une collaboration qui est presque, on va dire, allez, évidente, on peut le dire. Alors, peux-tu nous parler de cette collaboration et tes motivations demain, accompagner aussi des arbitres? Parce que ça paraît pas forcément naturel, mais quand on t'a écouté depuis le début de cette émission, on se dit qu'il y a quand même pas mal de parallèles à mettre en place avec les arbitres. Ouais, je pense que alors c'est une réflexion et qui, je pense, est vraiment pertinente. L'idée de travailler ensemble pourrait s'appuyer sur le fait d'apporter, en tout cas, l'idée ce serait d'apporter une expertise technique, d'apporter une expertise technique aux arbitres, vraiment avec l'idée de, comment je pourrais dire, qu'ils aient avoir une compréhension, pour moi en tout cas, avoir une compréhension approfondie, en tout cas des aspects techniques, va leur permettre en tout cas de prendre une décision plus, comment je pourrais dire, plus éclairé, juste, plus juste, plus précise. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Aujourd'hui, comment on peut, en tout cas, de quelle façon on peut travailler? Il y a plein de moyens. En tout cas, le développement, c'est quelque chose que je fais dans mon quotidien. De travailler avec ces arbitres, ça pourrait se faire totalement sur le terrain, de leur montrer toutes les. Ça change rien. Ça change absolument rien pour moi. Mais par contre, si, ça peut amener en tout cas l'idée des échanges. Ouais. C'est ça. Ça peut amener des échanges. Ça peut amener, attention, cette situation. Voilà, les coachs auront tendance à amener cette situation de cette façon-là. Le danger, il va se retrouver ici. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, très souvent, les choses dont on parle le plus sont les pauses d'écran, ne serait-ce que ça, de savoir les écrans mobiles. Et je peux vous dire que ça peut rendre fou certains joueurs. Mais quand je dis ça, il faut comprendre une chose. Il faut essayer de contextualiser les choses. C'est dire aujourd'hui, quand vous avez un joueur qui évolue au poste 5, par exemple, son métier, que les gens comprennent bien, son métier va être dans un premier temps de poser des écrans. C'est un métier, on le paye pour ça. Ouais. Donc si demain ce joueur est en difficulté et n'arrive pas à comprendre la manière de poser ses écrans, la manière d'impacter, parce qu'il faut comprendre que derrière impacter sur un écran, ça voudrait dire, d'un point de vue technique, ça veut dire aussi créer des surnombres. Ouais, c'est de cette façon-là. C'est de cette façon-là qu'il faut voir les choses. On crée des surnombres. Du moment qu'on crée des surnombres, forcément, on va être à même à créer des situations de retard. Donc des situations, comme on dit, des situations de close-out. Et c'est de cette façon-là que l'équipe va pouvoir obtenir des tirs à fort, entre parenthèses, à fort pourcentage. Okay. Mais tout ça part, en tout cas, de ce type d'action. Okay. De ce type d'action. Donc si demain vous avez un joueur qui prend ne serait-ce que 2 fautes offensives sur 5, exactement. Ouais. Imaginez dans quel état ça va le mettre. Il va avoir l'impression qu'il ne peut toucher plus personne. Voilà. Donc là, ce qui va être intéressant, justement sur les entraînements, c'est justement d'appréhender ces situations-là et d'expliquer pourquoi. Là, on va poser l'écran de cette façon-là, on va roller et très souvent la faute est sifflée sur le roll. Pourquoi ? Parce que peut-être des fois, il y a certains défenseurs qui vont peut-être éventuellement exagérer dans les contacts. Ouais. C'est possible aussi. Je suis pas en train de dire que tous les écrans sont légaux, c'est pas ce que je dis, mais je dis simplement en tout cas que c'est des choses qui existent. Ouais, et voilà. Et ça, c'est très important. Donc pour moi, ça peut amener, en tout cas, on peut réussir à avoir ces échanges sur le terrain. Et je pense que ce serait très constructif. Et de la même façon aussi, et ça c'est important, aujourd'hui quand je suis un joueur, je le prépare. Ouais. Et quand je dis je le prépare, c'est-à-dire que je vais lui donner comment dire ça ? Je vais en tout cas lui donner un contenu vidéo qui va lui permettre en tout cas de ce que j'appelle un pré-game, ce qui va lui permettre en tout cas de connaître mieux son adversaire. Okay. Pourquoi ? Je pars du principe qu'aujourd'hui, un joueur préparé, c'est un joueur qui est confiant, tout simplement. Donc j'imagine que pour les arbitres, on est absolument sur la même dynamique. De dire si on est préparé, on est forcément confiant. Et pour moi, c'est impératif de savoir qui on arbitre. Et quand je dis qui on arbitre, parce que tous les joueurs, qu'on se le dise, tous les joueurs ont un ADN, tous les joueurs ont des forces et des faiblesses, tous sans exception. Mais quand on les connaît, forcément, pour moi, on appréhende, en tout cas, on va appréhender le match d'une autre façon. On aura une sensation de maîtrise, on aura une sensation de déjà vu. Et ça, c'est des sensations qui rassurent.
Et donc aujourd'hui, c'est ce que je fais avec les joueurs dans le quotidien. Et bien évidemment, après ces matchs, je fais également des feedbacks. C'est-à-dire des situations sur lesquelles le joueur a été plutôt bon, des situations en tout cas qu'il a plutôt bien négocié, des situations où il a eu la bonne lecture et d'autres situations où il a peut-être il a été en difficulté. Bien sûr, bien évidemment, alors quand il s'agit d'un joueur, j'essaye toujours de rester dans le champ d'action du coach, bien évidemment, mais quand il s'agit pour moi des arbitres, ça peut être très intéressant en effet de préparer pour moi le match de cette façon-là et d'amener en tout cas les arbitres à dire ok, là vous savez que ce joueur-là va faire ça. Sur toutes les situations de close-out, il joue de cette façon-là. Sur tous les pick and roll, il aura tendance, et on a des spécialistes dans ce championnat, où il aura tendance à aller chercher systématiquement à stresser le grand qui va être derrière l'écran. Et quand je dis stresser, c'est très important. Pour moi, le mot est très important, c'est-à-dire qu'il va en tout cas provoquer des réactions. Et donc forcément, de ces réactions-là, il va se passer des choses. Peut-être des choses qu'il va falloir siffler, peut-être que non, manager, ou peut-être des situations où il va falloir en tout cas être vigilant. Et je pense que c'est la meilleure façon en tout cas d'approcher. Je pense pour un arbitre, ça peut être une bonne façon en tout cas d'approcher le match, au lieu de dire la meilleure. Moi, je suis convaincu de ça. C'est pour ça que du coup, je disais que c'était presque évident cette collaboration, mais changer un peu le spectre, être moins sur l'expertise de la règle, mais comprendre le jeu, le ressentir, et puis savoir finalement, c'est ce langage universel que tu disais, qui est finalement ce qui nous rassemble tous. Oui, tout à fait. Et donc, si on parle tous le même langage, finalement, la règle, c'est juste un outil complémentaire qu'on apporte. La règle dit ça, mais dans ta situation, il y a eu ça, ça, ça. Ton safety était en retard par rapport à toute cette situation-là, et donc du coup, il impacte le joueur sur le bras, sur le shoot, il est en retard, faute. Finalement, tous ces petits trucs-là nous permettent de mieux se comprendre et peut-être aussi donner des éléments de réponse pour les coachs aux joueurs. Bien sûr, et bien sûr, complètement. Mais c'est un cercle vertueux. J'ai plus d'une situation. Même, alors on peut parler autant, quand je te parlais du scouting, on peut parler des individus, des joueurs, mais on peut parler également du jeu. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des équipes, je sais pas, une équipe qui va décider de défendre très agressif sur les pick and roll aura tendance, je sais pas, sur des situations de short roll, puisque c'est la meilleure façon d'attaquer des défenses, on va dire, agressives, où on a le grand qui va sortir. Alors, je dis ça pour pas donner d'autres termes, des shows par exemple. On va plutôt être sur une défense show et non sur du drop, qui est l'inverse. On va demander justement au grand de rester, plutôt d'essayer de contenir, de rester dans la raquette. Non, on va avoir tendance à taguer. C'est des expressions qu'on emploie. On va demander à l'aide de taguer le joueur. Taguer, ça veut dire quoi ? C'est aussi ça pour un arbitre. Parce que moi, en tant que technicien, je sais, mais pour un arbitre, c'est quoi ? C'est quoi d'aller toucher le joueur ? Là, je pense que tu en perds plus de la moitié, quoi. Et c'est pour ça que je pense que si on arrive, en tout cas, si on arrive à travailler de cette façon-là, je pense que ça peut être en effet... je pense que ça peut être bénéfique à tous. Pas seulement, en tout cas, les arbitres. Je pense que ça va permettre, en tout cas, comme tu disais précédemment, ça va permettre en tout cas de parler le même langage. Et à partir du moment qu'on parle le même langage, la communication est différente. Les réponses sont différentes. Et il y a un dialogue qui s'ouvre et qui est beaucoup plus, je pense, qui est beaucoup plus apaisé. Et ça, c'est... Voilà, et je pense que ça ne pourra impacter notre championnat que positivement, de manière positive. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Je suis en train de regarder le chrono là. On vient d'exploser les 20 minutes, mais on s'en fout. J'ai envie de dire, on s'en fiche parce que c'est tellement intéressant et tellement important de parler de ce sujet-là. C'est pour ça que je t'ai invité. Avoir aussi l'œil d'un technicien, c'est important aussi pour nous, les arbitres, pour prendre conscience de certaines choses. Et donc, écoute, on va passer à notre minute tips parce que on va mettre fin à notre émission. Donc maintenant, Yacine, si tu le veux bien, je te propose de passer à la minute tips. Coup de sifflet final avec le tips de l'invité. Un vrai conseil de pro, c'est dans No Ref No Game. Yacine, nos auditeurs t'écoutent, ils sont concentrés, vraiment très concentrés. Je pense qu'il y a pas mal d'arbitres qui nous écoutent. Alors, quel conseil de pro souhaites-tu leur partager, qu'ils soient joueurs ou arbitres ? Est-ce que tu as un conseil qui, franchement, vaut le coup, quoi ? Qu'on soit joueur ou arbitre, d'ailleurs ? Un conseil ? Ouais, allez. Je reviens toujours sur la même chose avec l'idée
préparer. La préparation. C'est le maître mot. C'est le maître mot, c'est un enjeu pour moi. C'est un terme que j'utilise régulièrement avec tous les joueurs que je suis, avec tous les joueurs avec qui j'ai travaillé jusqu'ici. C'est qu'aujourd'hui, quand on prépare, tout simplement, on arrive à construire sa confiance. On la construit, on se projette, on a peut-être même la sensation de pouvoir anticiper. Et ça, malheureusement, ça demande un travail, bien évidemment, et un travail régulier. On peut, pour moi, qu'on soit joueur, qu'on soit arbitre, je le vois de cette façon-là. Alors, encore une fois de plus, je ne fais pas d'un cas une généralité. Mais en tout cas, j'amène tout le monde à avoir en tout cas, ce mindset-là et de dire, en tout cas, la meilleure façon pour moi d'être bon sur mon match, c'est de le préparer, de savoir qui fait quoi, de comprendre tous les acteurs du terrain, je dis tous les acteurs du terrain, et de savoir qui et comment il va le faire. Et ça, je pense que c'est la clé. Pour moi, en tout cas, c'est une des clés de la performance. Et de la réussite, du coup. Et de la réussite. Là. On aime ces conseils de très grande qualité, ces conseils de pro. Un grand merci, Yacine, d'avoir répondu présent pour répondre à nos questions sur ce nouvel épisode. J'étais, si ce n'est très, très content, très ravi de t'avoir parmi nous. C'est moi. Alors, c'était très intéressant. C'est pas tous les jours que j'ai l'opportunité de discuter, en tout cas, de ces sujets-là. Ouais, sujets un peu. Non, parce que là, c'est très, comment dire, c'est très intéressant et comme tu disais, on sent qu'en tout cas, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire ensemble. Et bien, restez connectés parce qu'il y a des choses qui vont se passer entre Psylon et Whistle très, très prochainement. Et bien, écoutez, mes chers Whistlers, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode sur No Ref No Game. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté No Ref No Game. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi à notre podcast et rejoins-nous sur les réseaux sociaux. À très vite sur Whistle. N'attends plus et rejoins la communauté des Whistlers sur nos réseaux sociaux. Partage avec nous ta passion pour le sport. Whistle est sur Facebook, Instagram et X, @WhistleSport.